notre monde naturel, on peut en faire une caractérisation dans un premier temps en découpant en silos et dans un second temps, justement, grâce à la dynamique des systèmes, en regroupant ces silos. Les différents silos donc, que moi j'utilise, ce ne sont pas des notions que j'ai inventées, mais j'ai mis ça sous forme d'un modèle pédagogique, c'est ce que j'appelle le modèle des sphères. Et donc, il y a d'abord une sphère qui est la lithosphère, l'ensemble, enfin le manteau terrestre, la couche externe du manteau terrestre de la planète, dont on tire nos ressources, un grand nombre de nos ressources. Voilà, et donc là, à ce niveau-là, on atteint un certain nombre de limites sur la capacité à extraire un certain nombre de ressources. Pour prendre juste un exemple ou deux, si on regarde par exemple le pétrole, il y a une limite à ce que l'on peut tirer du sol, mais ce n'est pas une limite purement géologique. Voilà, la question du pétrole, c'est pas une question de stock, davantage que ce serait une question plutôt de flux. C'est surtout une question de est-on capable de fournir à nos sociétés le flux dont elles ont besoin. Et ça, c'est pas une notion simplement géologique. Y a-t-il du pétrole dans le sol quelque part? C'est est-ce qu'on est capable d'aller le chercher Mmh. techniquement, industriellement, à quel prix? Ensuite, est-ce qu'on est capable de et sous quelles conditions? Ensuite, il est acheminé d'un point A à un point B, et qui peut en avoir? À quel prix? Voilà, Donc donc ce c'est, sont des logistique, économique, géopolitique en fonction des endroits où ça se situe. oui, il y a évidemment géopolitique, voilà, ou même géostratégique. Il y a des enjeux derrière extrêmement forts. Donc la question, c'est souvent, est-ce que vous aurez du pétrole là où vous êtes demain? Et c'est pas juste, est-ce qu'il y a du pétrole sur Terre? Enfin bon, bref, passons. Donc tu as un certain nombre de limites dans ce qu'on est capable de tirer du sol et d'acheminer pour faire d'un point A à un point B pour faire fonctionner les sociétés humaines. Ensuite, la deuxième dimension du monde naturel, ça va être l'atmosphère. Bon, alors ce qu'on voit, il y a un certain nombre de dysfonctionnements qui touchent l'atmosphère et de limites là aussi. Limites au-delà desquelles le système atmosphérique se dérègle. Donc là, typiquement, on peut parler de dérèglement climatique, on peut parler de la pollution également, la pollution atmosphérique, en tout cas, voilà. Et puis des grands cycles, le cycle de l'oxygène, le cycle de l'eau, le cycle du carbone, le cycle de l'azote. Tout ça, ce sont des cycles qui font intervenir en tout cas l'atmosphère. Il n'y a pas que, mais et il y a des limites également dans ce que l'on peut faire subir. Dans ce que l'on peut faire subir à l'atmosphère. Bon, aujourd'hui, Ça, c'est la biocapacité du coup, c'est ça? ouais, alors faut faire attention à ce terme-là parce que je l'ai déjà utilisé moi-même dans le passé, mais d'une manière, comment dire, un peu light, d'une manière un peu large plutôt, parce que c'était plus, à mes yeux, plus pédagogique de fonctionner comme ça, et en même temps, c'était un peu moins rigoureux. Voilà, donc disons qu'aujourd'hui, ce dont je parle plus que de biocapacité et d'empreinte écologique, qui sont des indicateurs qui existent, mais qui ont une définition très précise, qui se mesurent en hectares globaux, et il faudrait expliquer, ça prendrait beaucoup de temps parce que ce sont des concepts finalement assez poussés, avec des conventions de calcul qui sont très spécifiques et qui sont déterminées par le Global Footprint Network aux Mmh. États-Unis. Bon, bref, donc non, disons que j'utilise des concepts qui s'en rapprochent, mais qui sont plus généraux, un concept de pression écologique en amont, et derrière d'éco-capacité, c'est comme ça que je l'appelle aujourd'hui, mais grosso modo de capacité de la planète Terre à encaisser ce qu'on lui inflige. Alors si tu veux bien, je vais y revenir juste après, mais Oui, sur les sphères. je termine voilà, les différentes sphères. Donc je disais, il y a la lithosphère et l'atmosphère. La troisième sphère, ça va être l'hydrosphère, c'est l'ensemble des eaux de la planète. Souvent dans mes conférences, je fais la distinction entre l'hydrosphère et la cryosphère, qui est l'ensemble des glaces. Bon, au sens strict du terme, la cryosphère est incluse dans l'hydrosphère. Mais effectivement, que ce soit les eaux liquides de surface, de profondeur, qu'elles soient saumâtres ou que ce soit de l'eau douce, toutes les eaux sont aujourd'hui également en atteinte d'un certain nombre de limites dans l'équilibre chimique de ces endroits. Donc il y a des pollutions physiques, chimiques, matérielles, plastiques notamment. Il y a des pollutions, et puis il y a des zones mortes, et puis il y a des phénomènes d'assèchement, et tout ce qui est cycle de l'eau est totalement en réalité disrupté, hein, totalement foutu en l'air aujourd'hui, déréglé. La cryosphère, c'est pareil, c'est l'ensemble des glaces, et ça fond plus ou moins vite en fonction de ce qu'on regarde, mais ça fond quand même beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait imaginer il y a encore quelques années, ça s'accélère, et on voit qu'on n'avait pas encore tout compris et tout bien modélisé. Donc voilà, donc il y a l'hydrosphère slash la cryosphère. Ensuite, nous avons la biosphère, qui est l'ensemble du vivant terrestre.
Et donc là, c'est vraiment tout ce qui vit, faune, flore, les champignons, les bactéries, tout ça, ça rentre dans la biosphère. On pourrait y mettre l'humanité, mais souvent l'humanité, on la met dans une autre sphère, et je vais y venir juste après, qui est l'anthroposphère. Voilà, donc le vivant terrestre, et là on est également à des limites, c'est-à-dire que le vivant terrestre a une capacité d'adaptation face à des dérèglements, mais cette capacité, elle est limitée. Et aujourd'hui, ben, manifestement, ce qu'on inflige au vivant est supérieur à ce qu'il peut supporter. Ça se traduit comment? Dans un effondrement du vivant, tout simplement, qu'on observe, évidemment pas de manière uniforme, mais qu'on observe un peu partout sur Terre. Voilà, aujourd'hui, les dynamiques sont terribles. Donc là encore, je vous renvoie certes vers mes conférences, mais surtout vers comment dire, les références que j'y mets, et puis vers les études de base, parce que je ne suis pas moi-même un expert de la biodiversité, je ne fais que m'appuyer sur les travaux des experts. La dernière dimension du monde naturel, c'est la pédosphère, c'est l'ensemble des sols. Et là aussi, on a atteint des limites, les sols se dégradent en raison des activités humaines, que ce soit à cause de l'agriculture, qui est probablement la raison numéro un de dégradation des sols, notamment parce qu'on est nombreux, et qu'on est surtout nombreux à vouloir manger plus, et à vouloir manger surtout plus de viande, et la viande, ça prend énormément de place, et donc cette place, on va la chercher ailleurs, et souvent sur la forêt. Donc le changement d'affectation des sols, nous avons de l'urbanisation et de l'artificialisation, et puis également des pratiques minières, industrielles. Voilà, tout ça, ça atteint fortement aujourd'hui les sols, et puis derrière, le dérèglement climatique, la pollution, etc., va elle-même atteindre les sols directement ou indirectement. Voilà, donc tout ça, tout ce que je viens de dire, ce sont les différentes dimensions du monde naturel. Et à côté de ça, j'avais prévenu, il y a une dimension plus humaine des choses, qui est l'anthroposphère. Donc c'est à la fois les humains, mais c'est à la fois tout ce que les humains font, tout ce qu'ils produisent, que ce soit les constructions humaines, que ce soit les déchets produits, les objets, etc. Et donc aujourd'hui, l'anthroposphère la taille de l'anthroposphère suit une courbe exponentielle pour l'instant. Évidemment, ça ne pourra pas durer dans un monde fini. Mais aujourd'hui, là, effectivement, nous sommes dans une phase d'explosion de cette anthroposphère, avec d'ailleurs une étude qui est apparue il n'y a pas si longtemps, qui expliquait que la masse de tout ce qu'avait produit l'homme, les hommes, depuis le début de l'humanité, en fait, depuis le début de la civilisation, pour être plus précis, la Mmh. masse avait dépassé la biomasse de tout ce qui existe, de tout ce qui est vivant, l'ensemble des végétaux, l'ensemble des animaux sur Terre, en tout cas tel qu'on l'évalue globalement. Alors il faut faire attention, parce qu'on parle de biomasse sèche, c'est-à-dire si on enlève l'eau du contenu, hein, globalement. Voilà. Mais même si on rajoute l'eau dans le contenu, on aura passé, c'est-à-dire la taille, on évalue, hein, que la taille totale la masse totale de ce qu'a construit l'humanité aura dépassé la masse totale de ce qui vit, eau incluse, en 2031, si je ne me trompe pas, ça c'est l'hypothèse médiane.